Bonjour à tous, dans cette deuxième vidéo consacrée à la notion de limite et de continuité des fonctions réelles, je vous propose de faire une application à 3 reprises de la définition qu'on a vue dans la première vidéo. Alors, l'application numéro 1 que je propose, c'est de prendre x0 égale 0, de prendre la fonction f définie de R dans R par x égale f de x égale x au carré. Et on va voir comment on montre que limite de f de x quand x tend vers 0 est égal à 0. Bon, et ça, évidemment, vous le saviez avant, mais on va voir comment, concrètement, on utilise la définition pour montrer que c'est vrai. Alors, ça commence toujours pareil. On commence par dire soit epsilon strictement positif. Puisqu'en fait, on veut démontrer que quel que soit epsilon positif, quelque chose est vrai, donc on en prend un quelconque, donc on pose soit epsilon strictement positif. Et donc tout l'enjeu consiste à trouver un alpha qui nous permette d'avoir, quel que soit x appartenant à i, alors i ça va être n'importe quel intervalle autour de 0, valeur absolue de x moins x0, alors je mets à côté au brouillon ce qu'on se dit avant de faire le raisonnement au propre. Alors, valeur absolue de x moins x0 c'est 0, donc inférieur à alpha, implique valeur absolue de f de x c'est x au carré, moins L ici c'est 0, inférieur à epsilon. Donc maintenant, l'objectif c'est de trouver un alpha. Donc on va chercher alpha tel que valeur absolue de x inférieure à alpha implique valeur absolue de x au carré inférieure à epsilon. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que valeur absolue de x carré, c'est valeur absolue de x au carré. Donc si on prend alpha égale racine de epsilon, eh bien, valeur absolue de x au carré inférieure à epsilon, c'est équivalent à valeur absolue de x inférieure à alpha. Donc là, je viens de trouver un alpha qui convient. Donc comment on raisonne? Eh bien, là je le fais au propre. On recopierait ça. On recopierait valeur absolue de x carré inférieure à epsilon, c'est équivalent à valeur absolue de x inférieure à racine de epsilon. Donc, si valeur absolue de x inférieure à racine de epsilon, alors j'ai bien valeur absolue de x au carré inférieure à epsilon. Donc je viens de bien de trouver un alpha. Conclusion, en prenant alpha égale racine de epsilon, on a bien, quel que soit x appartenant à R, puisque ma fonction est définie sur R, je peux prendre R tout entier, valeur absolue de x inférieure à alpha implique valeur absolue de f de x inférieure à epsilon. Donc j'ai bien montré que limite de f de x quand x tend vers 0 est égale à 0. Donc retenez bien, on commence par prendre un epsilon positif quelconque. Et l'objectif, c'est de trouver un alpha qui convienne. Et là, on en a trouvé un, c'est racine de epsilon. Faisons rapidement une deuxième application. Je vais prendre cette fois-ci toujours x0 égale 0, f de r plus dans r plus qui à x associe racine de x. Et on va montrer que limite de f de x quand x tend vers 0 est égale à 0. Ça aussi, vous le savez depuis très longtemps, mais on va le démontrer avec la définition. Comme pour la première application, on commence toujours de la même manière, donc soit epsilon strictement positif. Et on va chercher alpha, tel que quoi? Alors, là aussi j'ai mon petit brouillon à côté, donc valeur absolue de x moins x0 c'est 0, inférieur à alpha, implique valeur absolue de f de x, L c'est 0, inférieur à epsilon. C'est équivalent à valeur absolue de x inférieure à alpha implique racine de x, j'enlève la valeur absolue parce qu'une racine carrée est toujours positive,
inférieur à epsilon. Bon. Au passage, c'est toujours positif ou nul. Bon, et bien là, on sait que là aussi on va pouvoir enlever la valeur absolue parce que on a une limite à droite. Puisque on ne peut pas s'approcher de x du côté négatif, puisque la fonction racine carrée n'est pas définie pour les réels négatifs. Donc j'ai x compris entre 0 et alpha implique racine de x compris entre 0 et epsilon. Or, si j'ai x compris entre 0 et alpha, j'ai aussi racine de x qui est compris entre 0, ça change pas, et racine de alpha. Ça je le sais grâce à la croissance de la fonction racine carrée. Donc si je prends un alpha tel que racine de alpha est inférieur à epsilon, ça marche, même inférieur ou égal. Donc si je prends par exemple alpha égale epsilon carré, je vais avoir racine carrée de alpha qui est égale à epsilon, inférieur ou égal à epsilon. Et là ça marche aussi. Je pourrais prendre, si je veux, alpha égale epsilon carré sur 2. Ça marcherait également. Mais là, je décide de prendre celui-là. Encore une fois, je vous ai dit dans la première vidéo qu'il peut y avoir une infinité de alpha qui fonctionne. Même il y en a une infinité. Mais là, je choisis celui-ci. Donc maintenant qu'on a fait notre exploration, on va rédiger. Et là, compte tenu de ce qu'on a écrit, eh bien, on répète l'argument qui nous intéresse. C'est-à-dire que si on a x compris entre 0 et alpha avec alpha égale epsilon carré, alors 0 inférieur ou égal à racine de x inférieur à epsilon. Donc il suffit de prendre alpha égale epsilon carré. Et bien comme on a trouvé un alpha qui fonctionne, qui permet à la définition d'être respectée, eh bien on a montré que limite de f de x quand x tend vers 0 plus, vous verrez des fois aussi x tend vers 0 avec x plus grand que 0, c'est deux façons d'écrire équivalentes, donc cette limite est égale à 0. Maintenant on va voir une troisième application. Pour cette troisième application de la définition, je vous propose de regarder la limite de la somme de deux fonctions. Donc je pars de deux fonctions f et g, définies sur l'intervalle i auquel j'ai enlevé x0, et toujours à valeur dans R. Limite de f de x est égale à L quand x tend vers x0, et limite de g de x est égale à L' quand x tend vers x0. Alors, on va montrer que limite de f plus g de x quand x tend vers x0 est égale à L plus L'. Petite parenthèse, j'ai supposé que f et g étaient définies toutes les deux sur le même intervalle. Si ce n'était pas le cas, il faudrait trouver un intervalle commun aux deux applications. Donc je peux supposer que cet intervalle commun, c'est i. Eh bien, allons-y. On va démontrer donc que la limite de la somme, c'est la somme des limites, en utilisant la définition. Donc, comme pour les deux autres applications, on prend un epsilon positif. D'après la définition, je sais qu'il existe un alpha 1, tel que quel que soit x appartenant à i moins x0, valeur absolue de x moins x0 inférieure à alpha 1, implique, là je vais appliquer la définition à la fonction f, valeur absolue de f de x moins L inférieure à epsilon. Je vais prendre epsilon sur 2, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Maintenant, je vais appliquer la définition à la fonction g. Parce que, effectivement, vous me direz, mais pourquoi là on a pris epsilon et là on prend epsilon sur 2 ? Si epsilon est quelconque, c'est aussi valable pour epsilon sur 2. Donc je pourrais dire que, quel que soit epsilon sur 2, il existe un alpha, etc. Et je peux bien prendre epsilon sur 2 ici. Donc je vais recommencer avec la fonction g. Donc il existe
un alpha 2, tel que quel que soit x appartenant à i moins x0, valeur absolue de x moins x0 inférieure à alpha 2 implique valeur absolue de g de x moins L' inférieure à epsilon sur 2 aussi. Et maintenant, on va utiliser l'inégalité triangulaire. Petit rappel, l'inégalité triangulaire, c'est valeur absolue de a plus b est inférieure ou égale à valeur absolue de a plus valeur absolue de b. Je vous ai mis l'inégalité triangulaire complète, c'est supérieur ou égal à valeur absolue de a moins valeur absolue de b. Mais nous, en général, pour la notion de limite, c'est surtout la partie de droite qu'on va utiliser. Par conséquent, valeur absolue de a moins b, c'est inférieur ou égal à valeur absolue de a plus valeur absolue de b, parce que je rappelle que valeur absolue de moins b, c'est aussi valeur absolue de b. Alors pourquoi on parle d'inégalité triangulaire? Parce que f plus g de x moins L plus L', c'est égal à valeur absolue de f de x moins L plus valeur absolue, plus g de x moins L'. Tout ça dans la valeur absolue. Et donc, d'après l'inégalité triangulaire, c'est inférieur ou égal à valeur absolue de f de x moins L plus valeur absolue de g de x moins L'. On a pratiquement terminé. Pourquoi? Parce que si j'ai x moins x0 en valeur absolue qui est inférieure à alpha 1, valeur absolue de f de x moins L, c'est inférieur à epsilon sur 2. Si valeur absolue de x moins x0 inférieure à alpha 2, j'ai dans ce cas-là valeur absolue de g de x moins L' qui est inférieure à epsilon sur 2. Donc la somme est bien inférieure à epsilon. C'est pour ça qu'on a pris epsilon sur 2, parce qu'epsilon sur 2 plus epsilon sur 2, ça donne epsilon. Ça paraît artificiel, mais c'est pour que ça fasse plus joli à la fin, pour qu'on se rapproche de l'epsilon positif qu'on a choisi au début. Donc si je prends alpha qui est égal au plus petit des alpha 1 et alpha 2, donc si j'ai x moins x0 inférieur à alpha, alors comme alpha c'est plus petit que alpha 1 et plus petit que alpha 2, j'ai à la fois x moins x0 qui est inférieur à alpha 1 en valeur absolue, et valeur absolue de x moins x0 inférieure à alpha 2 en valeur absolue. Et ça implique que j'ai à la fois valeur absolue de f de x moins L qui est inférieure à epsilon sur 2, et valeur absolue de g de x moins L' qui est inférieure à epsilon sur 2. Donc, grâce à l'inégalité triangulaire, j'ai bien valeur absolue de f plus g de x moins L plus L' qui est inférieur à epsilon. Eh bien on a gagné, parce que on a pris un epsilon strictement positif au départ, on a trouvé un alpha qui nous permette de répondre à la définition. Et bien conclusion, on a bien limite de la somme qui est égale à la somme des limites. Voilà, j'espère que ces 3 applications vous ont permis de comprendre et de manipuler cette définition qui n'est pas évidente. Et dans la prochaine vidéo, je vous propose de passer à la notion de continuité. À bientôt!